tire sa spécificité et va pouvoir, comme l'organisme humain est une organisation hyper complexe, hyper raffinée, avec des organes, enfin un niveau de raffinement extrême, l'holacratie cherche quelque chose qui va vers ça. On a des chaînes de valeur courtes. Là, on n'a pas besoin. En gros, c'est quoi une chaîne de valeur courte? C'est quand tout le monde fait à peu près la même chose. Il y a cet exemple dans le livre de Frédéric Laloux qui est Buurtzorg, sont des infirmiers aux Pays-Bas, justement, encore les Pays-Bas, c'est étonnant, où en gros, c'est des soins d'aide à domicile. Donc, ils font tous le même boulot. Et ils ont mis en place quelque chose qui est la sollicitation d'avis. Il n'y a pas de système très compliqué. Ils utilisent la gestion par consentement. Point barre, et il y a des coachs par ville et par région, on va dire. Et sinon, ils utilisent à peu près ce mode de fonctionnement. En 5 ans, ils ont révolutionné le système de soins à domicile des Pays-Bas, c'est-à-dire qu'ils ont trusté le marché, un marché qui était dominé par quelque chose d'hyper-efficacité, déshumanisé et hyper-rationalisé. Voilà, donc j'ai pas plus d'exemples que ça, mais à titre personnel, je pense que c'est quelque chose qui est utile dans des organisations où on est sur des chaînes de valeur courtes, c'est-à-dire où tout le monde a à peu près la même activité. Quand on commence à avoir des degrés de spécialisation beaucoup plus avancés, on a besoin d'aller définir des périmètres d'autorité beaucoup plus clairs, voilà, beaucoup plus clairs. Mais ça, c'est mon avis et j'ai pas de... Voilà. D'abord, un grand merci à vous d'être venu par ce grand froid et puis je suis content que ça ait un peu d'audience. Je me posais la question en fait du fonctionnement des rôles et de l'élection sans candidat. Donc on voit bien que de temps en temps il y a des problèmes à régler ou en tout cas des fonctions ou des choses à réaliser et il faut à ce moment-là qu'il y ait une personne qui le fasse. Là c'est un des systèmes, un des moyens qui est mis en œuvre par la sociocratie pour ne plus passer par l'élection représentative d'une certaine manière, mais avec des candidats, et donc du coup ces candidats vont faire leur programme et il va falloir voter en comparaison de programme. Donc là apparemment il y a un système différent, donc il y a tout un process et j'aimerais bien que vous me parliez un peu de ce process. Voilà. À nouveau, ce process, il va se baser sur le proche en proche, c'est-à-dire le besoin immédiat que j'ai, moi, dans mon groupe, dans mon organisation avec laquelle je suis en lien quotidiennement ou régulièrement, où il y a une raison d'être, où il y a des affects, il y a des interactions humaines réelles. Et du coup, dans ce cadre-là, une fois qu'on a un besoin d'avoir un rôle, c'est-à-dire qu'on peut pas, il y a certaines tâches au quotidien qu'on ne peut pas faire collectivement à 5 et où on décide à chaque fois sur chaque détail ce qu'il faut faire. Mais on a besoin de quelqu'un qui va dynamiser ce besoin-là, ce rôle-là. Donc on crée un rôle d'abord. On va lui donner une raison d'être, ce rôle-là. On va lui donner des redevabilités, des tâches à faire. C'est-à-dire qu'on fait ça tous ensemble. On va identifier les qualités requises par rapport à ce rôle-là qu'on est en train de créer. Et derrière, on va lancer l'élection sans candidat avec les personnes présentes. Et du coup, ça se passe en plusieurs temps. Il y a d'abord un vote qui n'est pas anonyme. D'ailleurs, c'est a priori très critiqué, mais ça fait partie justement du cadre de sécurité qu'on s'impose au départ. Donc c'est un vote qui n'est pas anonymisé, et même plus, il est affiché et argumenté. C'est-à-dire que par rapport à des qualités, par rapport à des tâches, on va voter pour quelqu'un et argumenter. Donc c'est là où on vient toucher le sensible en nous, l'émotion d'un groupe, d'une interaction humaine. Et c'est là où on va créer l'affect à nouveau, ou du moins on va alimenter cet affect-là. Donc on va voter pour quelqu'un, on va avoir quelques personnes désignées au moins une fois. Et à chaque fois, il y a un argumentaire par la personne qui vote. Derrière, il peut y avoir report de vote pour quelqu'un d'autre, parce que
à l'écoute de ce qui a été dit par tel ou par tel nombre de personnes, je vais mettre mon vote plutôt sur quelqu'un d'autre parce que ça me paraît plus approprié. C'est vraiment l'idée d'écoute. Et derrière, on va se retrouver avec quelques personnes nommées, votées au moins une fois. Et à nouveau, suite à cette écoute-là, il ne s'agit pas de dire que celui qui a le plus de votes est élu, de fait, mais plutôt que suite à ces votes-là, suite à cette écoute du centre, on va faire un appel à proposition. Est-ce que quelqu'un, suite à tout ça, se sent à proposer, donc se sent ayant cette écoute, et ayant ses devoirs, ayant cette responsabilité de proposer quelqu'un, et derrière, il va y avoir, à nouveau comme la gestion par consentement, il va y avoir un tour d'objection. C'est-à-dire que tout le monde peut vivre avec cette élection. Tout le monde peut vivre avec cette proposition de quelqu'un qui a été élu. Et à nouveau, ça va poser la question de c'est quoi ton objection, pourquoi? Est-ce que c'est lié à juste que tu ne l'aimes pas ou est-ce que réellement tu identifies un danger quelque part? Et du coup, argumente-le et on va travailler cette objection. Et parfois, des objections sont fatales, c'est-à-dire qu'il faut repartir sur une autre proposition. C'est impossible de les lever. Donc ça, c'est l'élection de son candidat. Et les redevabilités, ça va être les missions. Donc c'est les missions qu'on donne à ce rôle-là, qu'il doit énergétiser. Donc la personne qui est élue, elle doit énergétiser ce rôle et ses redevabilités. Et forcément, étant donné que le rôle appartient à un cercle, à une organisation, ce rôle est tout le temps redevable à cette organisation. Donc il est tout le temps en lien avec cette organisation à travers la sollicitation d'avis ou à travers une revue de projet régulière qu'on peut avoir. C'est une des différences principales entre justement la sociocratie et l'holacratie. En sociocratie, dans un cercle, quand on va identifier une tâche à faire ou un rôle à créer, effectivement, on va systématiquement passer par une élection sans candidat pour le faire, qui est donc, encore une fois, comme la gestion par consentement, l'élection sans candidat, on essaye de moins se focaliser sur le but à atteindre. Il y a un but à atteindre, mais c'est aussi comment on y va tous ensemble, et c'est aussi une occasion de parler de ce qui est présent, les attentes de chacun par rapport à un poste et tout ça. Et puis aussi des fois de lever des tensions qui sont présentes dans un groupe. Dans un groupe humain, il y a toujours ce qu'on appelle aussi des architectures invisibles, c'est-à-dire des choses qui font partie de l'organisation mais qui ne sont pas marquées noir sur blanc. Des gens qui ont une relation sentimentale, des gens qui font du foot ensemble, des gens qui étaient potes avant mais qui peuvent plus se piffrer. Enfin voilà, vous savez tous ces trucs qui sont présents dans les organisations. Et qui peuvent être plus ou moins liés au boulot aussi. Ça peut être aussi un espace qui permet de mettre à jour ces choses-là. Donc plus des relations, ces architectures invisibles. Et donc là, encore une fois, c'est plus l'idée de trouver une solution qui convient. C'est comment on y va tous ensemble et moins comment on essaie de trouver la meilleure personne, le président, candidat, l'homme providentiel qui va sauver la planète parce que une fois qu'on aura voté pour lui, tout va aller mieux. Là, on essaie de s'affranchir de cette question-là. Ce qui est intéressant pour moi, à force de pratiquer les élections sans candidat, c'est qu'on se détache de cet objectif-là. Mais finalement, quand on voit les personnes qui sont désignées à un moment particulier, on se voit qu'il y a quand même, on se dit, est-ce qu'on aurait pu vraiment trouver une meilleure solution à ce moment-là? J'en suis pas sûr. Voilà, il y a comme si on arrêtait de penser à ça, ça permettait vraiment à la qualité d'émerger. Et peut-être très rapidement sur les rôles, qui est une spécificité de l'holacratie, qui est de dire on sépare un rôle d'une personne. On arrête de parler d'une fiche de poste pour une personne. On se dit on a besoin, notre organisation, notre cercle a besoin de tel rôle, tel rôle, tel rôle. Et un rôle, c'est d'abord et avant tout une raison d'être. C'est-à-dire que on a besoin, pour arriver à notre raison d'être de cercle ou d'organisation, on a besoin il y a quelque chose à accomplir. Et à partir du moment où on a identifié ça, on va créer un rôle. Et on peut créer, dans un groupe, de 10 personnes, on peut créer 50 rôles. Et après, on se les répartit. Et donc,
une personne n'est pas un rôle. Et quand on s'adresse en holacratie dans des réunions, on ne s'appelle pas par son prénom. On essaye on dit à quel rôle tu parles, à quel rôle tu as besoin. Parce que moi, en tant que David, je pourrais porter plusieurs rôles. Voilà, je vais répondre avec telle ou telle casquette, on va dire. Donc ça, c'est une notion aussi importante qui permet de se détacher aussi de moi-je, de mes objectifs, enfin de détacher l'ego de l'opération, enfin de ce qu'il y a à faire, et de s'affranchir un peu, d'essayer de faire redescendre un peu cette friction. Voilà, bon, j'avais un truc aussi à dire, mais j'ai oublié, donc c'est bon. Okay, merci. Maintenant, c'est à Pierre. Après, on va passer à une fille. Et je voudrais savoir quelle relation existe-t-il entre votre pensée, celle de Edgar Morin, d'une part, et deuxièmement, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Prigogine Ilya Prigogine. Et troisièmement, je vous invite à lire le papier que je vais filer au modérateur. Merci. Rapidement, ça va être très rapide sur Edgar Morin, dont je suis pas fan, mais en tout cas j'aime beaucoup sa pensée. Edgar Morin apporte la complexité, il a une réflexion sur qu'est-ce que c'est la complexité, et clairement dans ce mouvement de pensée qui essaye de faire face à la complexité, et l'holacratie ou la sociocratie sont des modes de décision qui ont identifié aussi la problématique de la complexité et essayent d'y faire face. Donc on va dire ça, c'est le lien. Après, est-ce que Edgar Morin a écrit sur ces formes de gouvernance? Je ne saurais pas le dire, et voilà. Et donc je peux lire publiquement ce qui a marqué là. Il y a marqué: la pensée complexe est à la pensée ce que la Ferrari est à la mobilette. C'est voilà. Et on peut le voir comme ça. Et on n'a pas toujours besoin d'une Ferrari pour faire ce dont on a besoin. Donc, des fois, on a besoin juste même des fois d'y aller à pied. Ça, c'est ce que je pense. D'accord. C'était quoi ta deuxième partie déjà? Il avait dit quoi? Il y a Prigogine. Oh non, juste un mec a écrit on fait quoi en 2017 après. Rapide, s'il te plaît. Prigogine est à l'origine de la pensée d'Edgar Morin, et monsieur Edgar Morin a tendance à le laisser oublier. Qui c'est qui a dit on s'en fout? Alors explique-moi pourquoi tu t'en fous. Attends. Boris. On pourrait parler aussi du rapport avec Einstein ou avec je ne sais qui. Enfin bon, voilà quoi. Je vois pas vraiment. Justement pas. Escam, s'il vous plaît, on respecte les tours de parole et on respecte la règle du peuple. Merci. Réponse directe. Ça me fait penser que je pense que d'avoir un cadre de pensée, un cadre philosophique, c'est vraiment, ça fait partie de la réflexion, c'est ce qui nous permet d'avancer. En termes de penseurs qui comptent beaucoup pour moi en ce moment, que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Ken Wilber, qui parle de l'approche intégrale, et donc du coup comment réconcilier les différents aspects de la réalité, les différents aspects du monde dans un système de pensée unifié. Donc on est clairement dans quelque chose qui, pour moi, fait suite à la pensée complexe. Voilà, donc je partage, du coup, parce on partage des bibliographies. Et juste, en termes de... Je pense que toutes ces nouvelles formes d'organisation sont liées à plein de travaux de sociologues, d'anthropologues, de psychologues. Ils ont des méthodes des méthodes de recherche très différentes, mais finalement on arrive à la même chose. C'est du Bourdieu, c'est actuellement du Frédéric Lordon qui parle de dynamique de groupe et d'affect, et comment se construit un groupe et comment on fait avancer, on crée une dynamique d'un groupe. En fait, c'est à nouveau tous ces penseurs qui nous accompagnent, qui créent ces innovations, quoi, avec nous. Merci, maintenant c'est Mel. C'est Mariam, mais c'était pour simplifier. En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement vous traitez de la notion de réseau. Est-ce qu'on m'entend?
la notion de réseau. Donc comment pouvoir recréer un réseau qui, dans le corps humain, est établi naturellement, et finalement on trouve ça très normal, mais c'est très complexe. Et ce qui est très intéressant de constater, par exemple, quand il s'agit du diabète, on a des systèmes d'autorégulation, mais pour tout finalement, pour l'insuline, pour la glycémie, enfin pour tout. Et ce qui est très important, à mon avis, c'est que lorsque ce système de réseau va être répandu à une échelle nationale ou vraiment globale, donc une très grosse échelle, il ne faut pas oublier qu'il risque d'y avoir des dégénérescences localisées, et donc que finalement ces groupes qui s'autogèrent finalement dans une forme d'autosuffisance, eh ben, c'est possible qu'il y ait une sorte de mutation et d'une dégénérescence qui s'accompagne de ça. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est d'accompagner tous ces mécanismes locaux avec un système d'autorégulation qui soit dans le système lui-même. Donc comme une sorte de feedback continuel, ou une sorte voilà, une échelle en fait qui soit stratifiée. Donc une strate vraiment locale, quelque chose de plus communal, quelque chose d'encore plus intercommunal, et encore plus régional, et enfin un truc national. Et voilà, donc je trouve ça hyper intéressant. Après, j'avais une question par rapport à lorsqu'un individu, par exemple moi, je suis étudiante en architecture, et il y a plein d'idées qui fourmillent dans ma tête pour des questions vraiment très diverses, de partage, d'autosuffisance, voilà. Et je voulais savoir en fait, comment est-ce qu'on peut, en tant qu'individu, rationaliser et justement trouver le réseau qui nous est utile pour faire notre projet dans notre idée, comme une sorte de page jaune des réseaux finalement, et de se retrouver dans ces réseaux-là en fait. Voilà. Merci. 100% d'accord avec l'analyse. Là, pour moi, ça rejoint la notion de niveau de pensée. La pensée systémique, la pensée en réseau, c'est quelque chose qui arrive au XXe siècle dans l'histoire de l'humanité, avec différents penseurs. Edgar Morin en fait partie, on en a cité plusieurs. Et cette vision-là, enfin voilà, effectivement, pouvoir penser... enfin voilà. Je vais pas redire ce que tu as dit, mais j'aime beaucoup, et ça parle de la résilience des systèmes, et ça parle aussi de l'ombre de l'organisation. C'est-à-dire est-ce qu'on s'occupe bien de tout le monde, est-ce qu'on s'occupe bien de tout ce qui est en place, et comment une organisation peut être auto-apprenante, auto-organisée et auto-guérissante. Moi, c'est ce que j'entends. C'est se soigner elle-même quand il y a... Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie en système complexe. Et la Terre est un système homéostatique. Et c'est un peu la quête, c'est un peu le Graal du cybernéticien. Enfin, quelqu'un qui cherche à mettre en place des systèmes complexes. C'est en train de dire. Et sur comment trouver son réseau, moi, j'ai pas de solution. Enfin, si, j'ai une solution. Elle est très personnelle. C'est clarifier... la question que je pose, c'est quel est ton besoin et quelle est ta quête, quel est voilà, quelle est ta raison d'être. Je pense que plus je clarifie cette question, plus j'attire à moi les personnes et les organisations et les situations qui font que je me rapproche. Enfin, les choses deviennent de plus en plus faciles. Mais je sais pas si s'il y a un Google de ça aujourd'hui. Et une solution, il y a un hashtag qui s'appelle Networks of Networks, et c'est une organisation qui a pour but de rassembler toutes les organisations de la société civile et d'essayer de créer un réseau des réseaux, donc Networks of Networks. C'est peut-être une piste, je sais pas. Du coup, la question qui m'était posée, c'est est-ce qu'on poursuit en question-réponse, ou est-ce que il y a écrit atelier à 17h, sauf qu'on n'a préparé aucun atelier, et du coup, l'idée, c'est de vous poser la question à vous. Est-ce que vous avez envie d'expérimenter quelque chose que potentiellement nous on pourrait, c'est pas certain, mais qu'on pourrait accompagner, ou pas, ou alors on reste en question-réponse, intervention et partage, comme on fait là maintenant. Et moi j'ai pas de préférence. C'est quoi l'atelier? Je sais pas, c'est Mehdi qui voulait faire un atelier. Faut que Mehdi... Il y a d'autres personnes avant toi, je te refais passer. Il y a Lille. Alors,
je suis arrivée, ça fait pas longtemps que je suis là. J'ai entendu raison d'être. Si on a une raison d'être, on peut faire partie d'un réseau. Et ceux qui n'ont plus de raison d'être, bordel, parce qu'il faudrait s'intéresser aussi à eux, quoi. Et quoi d'autre? Vous parliez de cercle. Mais moi, ça me fait penser à un cercle, c'est fermé. Donc forcément, c'est pas très ouvert, quoi. C'est sur les mots, hein. Après, voilà, j'ai pas tout suivi, hein. Sinon, moi, je voulais partager quelque chose. Moi, c'est grâce à l'art que j'ai pu m'en sortir, en fait. L'art-thérapie. Et il y a plein de sortes d'art-thérapie, et je pense que c'est... Enfin, en tout cas pour moi, c'est ce qui m'a ouvert aussi aux autres, à mes... c'est ce qui m'a humanisé, et voilà, je me suis rendu... Enfin, ça a l'air con, hein, mais... Du coup, ouais, j'avais une raison d'être, quoi, à nouveau. Et voilà, c'est tout. Merci. Alors, vous voulez répondre ou pas les... Non, oui, peut-être. C'était pas vraiment une question, mais ouais, ça soulève des questions auxquelles j'aurais pas la prétention d'avoir des réponses toutes faites à apporter là maintenant. Alors, je répète, ceux qui veulent parler, vous faites un signe de la main et je vous inscris. Mehdi, tu avais demandé un tour de parole tout à l'heure. Donc vas-y. Oui, en fait, vous avez parlé tout à l'heure de cadre de sécurité. Est-ce que vous pouvez préciser un peu, parce que ça peut de temps en temps poser des problèmes quand on parle à nuit debout de groupes affinitaires ou de personnes qui décideraient pour d'autres, etc. Et donc, alors, je vois pas, enfin voilà, donc définir un peu ce que vous pensez ce que vous dites par cadre de sécurité, dans quel contexte, et à quel moment finalement on ouvre l'information au plus grand nombre. Merci pour la question. Ce que j'entendais et ce qu'on expérimente actuellement autour de la notion de cadre de sécurité, ce n'est pas justement qui décide et quel groupe a le pouvoir, mais plutôt une fois qu'on identifie un groupe, un cercle, comme on disait tout à l'heure, un cercle qui est à la fois fermé et ouvert à travers les liens qu'il peut avoir avec l'extérieur. Ouais, exactement. Et du coup, dans ce cercle-là, on va définir une sorte d'idéal de qu'est-ce qu'on a envie de voir à l'intérieur de cette organisation qui est un cercle. Qu'est-ce qu'on a envie de voir comme interaction humaine, comme rapport interactionnel de bienveillance, du coup là-dedans on va introduire toutes les notions de communication non violente qu'on peut avoir aussi à nuit debout à travers les signes qu'on connaît et à travers d'autres choses, à travers les couches, à travers la souveraineté qui est la souveraineté de chacun en fait. Il y a la souveraineté d'un groupe d'individus ou d'un État, ou il y a également la souveraineté de chacun qui correspond au fait que chacun est responsable de ce qu'il va dire, de ce qu'il ne va pas dire. Chacun a ses limites, chacun prend en compte les limites des autres, et c'est une forme de souveraineté individuelle et de pouvoir donc individuel qu'on a tous, qu'on s'en rende compte qu'on l'a ou qu'on ne se rende pas compte, à travers à travers du coup quand on fait le fait d'entrer dans ce cercle ou d'en sortir, d'exclure quelqu'un éventuellement, de gérer des conflits, quels sont les processus qui permettent de faire rentrer quelqu'un, c'est-à-dire l'intégrer, comment on intègre quelqu'un, potentiellement il doit valider ce cadre de sécurité, peut-être qu'il faut l'accompagner pendant un certain temps, ça dépend de chaque organisation et de son besoin et de sa construction, comment on intègre une nouvelle personne, comment quelqu'un sort de cette organisation, c'est-à-dire quel message il va délivrer en sortant,
quel est son besoin, qu'il l'exprime en sortant, et non pas qu'il parte du jour au lendemain. Donc on est bien sur des organisations qui ont des liens forts. C'est pas des liens qui peuvent se dissoudre du jour au lendemain, et du coup avoir un processus de sortie, c'est également laisser son empreinte, sa trace, son histoire et le pourquoi de sa sortie dans le cercle, pour ne pas créer des nouvelles violences en fait. En sortant d'un groupe, on peut créer une violence. Quelqu'un nous a laissé, il est parti sans nous expliquer pourquoi il est parti. Ça crée une violence potentiellement. Du coup, c'est un peu dans l'idée de guérir ou du moins de prévenir une violence. Et puis par ailleurs, au sein d'un groupe, il peut y avoir une personne ou un groupe d'individus qui peut mettre en péril la raison d'être dont on parlait depuis tout à l'heure. Et pour une raison X ou Y, il la met en péril. Et du coup, il pourrait y avoir un processus d'exclusion. Mais toutefois, ce processus, il doit être bien connu à l'avance, bien normé, et justement qui essaie de d'abord guérir avant d'exclure. Et l'exclusion est censée être une fin regrettable et non souhaitable, au sens où le processus d'exclusion est censé arriver à une solution justement de guérison et non pas d'exclusion. Mais il y a cette possibilité. Et enfin, sortie, j'ai oublié un truc. Et oui, les prises de décision, le fait d'inscrire, tout à l'heure on parlait de constitution holacratique. La constitution holacratique est un cadre de sécurité d'une organisation avec plusieurs cercles. Et du coup, là-dedans, dans la constitution, dans le cadre de sécurité d'un cercle, on va inscrire noir sur blanc potentiellement la raison d'être et potentiellement comment on prend les décisions. En gestion par consentement, en élection sans candidat et potentiellement en sollicitation d'avis si on a envie de le tester sur tout ou sur un périmètre donné d'action. Voilà le cadre de sécurité. En fait, cadre de sécurité, c'est un mot comme ça qu'on sort, c'est un jargon en fait qui vient de l'université du Nou, qui est leur proposition. Avec un contenu propre qui est proposé. L'idée, c'est que on définit une forme d'organisation. On se dit, on a une organisation, on a besoin de règles communes. Donc, c'est quoi les règles du jeu? On pourrait les appeler aussi règles du jeu. Alors, dans les organisations classiques, on a des règles du jeu qui sont le règlement intérieur, mais en général qui sont plutôt des successions d'interdits. En fait, il est interdit 2, il est interdit 2. Il y a rarement marqué, il est autorisé 2. Alors après, on le comprend comme on veut. Je crois qu'en France, ce qui n'est pas interdit est autorisé, et en Allemagne, c'est le contraire. Enfin bon, bref. Du coup, je disais tout à l'heure, les trois piliers, selon Frédéric Laloux, des nouvelles formes d'organisation, c'est autogouvernance, raison d'être évolutive et plénitude. Alors, autogouvernance et raison d'être évolutive, on peut marquer noir sur blanc assez facilement c'est quoi les règles qui vont mettre en place des cercles, mettre en place des doubles liens, la gestion par consentement, et tout ça le marquer en fait noir sur blanc pour qu'on ait un truc commun auquel on puisse tous se référer. Et puis il y a cette dimension aussi plénitude. Comment on fait pour être ensemble, bien, en sécurité, que je puisse exprimer mon avis sans me sentir attaqué ou enfin voilà, comment je peux aller aussi dans une gestion de conflit qui soit saine. L'idée, c'est pas d'annihiler toute forme de conflit. On dit que le conflit est même créatif, il permet, c'est à travers la friction des points de vue différents qu'on va pouvoir essayer de faire évoluer quelque chose. Mais comment on peut rentrer en conflit de manière saine et non destructive. Et donc là, ça passe par des comportements, des savoir-être. Et donc on va ajouter en plus dans un document de référence des comportements qu'on estime vertueux et des comportements qu'on estime néfastes, qu'on n'a pas envie de voir dans notre organisation. Il y a par exemple, moi j'aime bien cet exemple, il y a un hôpital psychiatrique en Allemagne qui fonctionne en autogouvernance avec des principes similaires, et dans leur document de référence, il y a marqué que soupirer en levant les yeux dans le cadre d'une conversation est quelque chose d'inacceptable. Voilà, c'est marqué noir sur blanc sur leur papier. Ça veut dire que si on est dans une relation de travail dans cet établissement-là et que vous me dites quelque chose et que je vous réponds
Voilà, et on peut dire, oh là, mais ça c'est pas, on n'a pas le droit de faire ça dans notre organisation. Tu dépasses une limite qu'on s'est fixée. Voilà. Donc ça c'est, et un cadre de sécurité, c'est toutes ces règles qu'on peut se mettre ensemble, qu'on va définir ensemble et par consentement justement, pour que tout le monde soit d'accord sur quel est l'ensemble des règles qui font qu'on va vivre harmonieusement. Donc les règles du jeu, mais aussi les comportements qui sont les savoir-être qu'on a envie de valoriser. Alors, là, j'ai noté les gens qui voulaient prendre des tours de parole. Si vous voulez prendre des tours de parole, c'est maintenant, après on arrête, après on passe à l'atelier. Donc entre deux, j'ai une réponse directe. Vas-y, fais ta réponse directe. Faudrait pas mettre trop de règles, parce que si pour pacifier les situations, il faut supprimer toute expression émotive sur le visage des gens, ça va devenir pire que le socialisme totalitaire. Ok. Alors maintenant il y a Fred qui a demandé la parole. Oui, c'est par rapport à. Je me demandais par rapport à Nuit debout, comment on peut enrichir Nuit debout de sociocratie ou de lacratie. Et donc du coup par rapport à ça, il y a une question sur la raison d'être. Donc quelle serait la raison d'être de Nuit debout? Ce serait un bon début. Donc est-ce qu'il y a avec cette spécificité qu'il y a ici en ce moment, c'est-à-dire avec des gens qui est légitime pour participer à cette définition de raison d'être, comment on pourrait faire pour essayer d'expérimenter ce genre de technique de sociocratie avec la spécificité de Nuit debout qui est quelque chose d'ouvert avec pour l'instant une structure qui n'est pas encore vraiment définie. Donc quelle vision vous avez de ça? Par exemple, si on devait travailler en atelier ici, on travaillerait la raison d'être de Nuit debout en mode sociocratique. Donc comment on pourrait faire concrètement? Allez, qui veut commenter un peu? Merci beaucoup pour cette question, parce que je pense que ça donne aussi des petits trucs techniques pour amorcer ce genre de réflexion, qui n'est pas forcément un exercice évident. On se dit, bon, ok, il faut qu'on trouve une raison d'être, par quoi on commence. Il y a quelque chose qui me vient de la sociocratie 3.0 qui m'a permis de clarifier ce truc, c'est justement de penser en termes de chaîne de valeur et en termes de résultats attendus. J'aime bien penser la raison d'être comme étant une phrase qui dit: une fois qu'on a tous fait notre travail, une fois qu'on a... Comment est le monde aujourd'hui? Donc c'est une phrase qu'on met au présent pour essayer de la mettre en mode un peu énergétique, enfin pour donner l'ancrer en fait avec quelque chose de fort, et qui en même temps est et qui se dit ben voilà, aujourd'hui la situation, qu'est-ce que j'apporte au monde? Comment est le monde une fois que cette organisation existe? Et qu'est-ce qu'elle apporte? Ça répond aussi à la question, qu'est-ce qui se passerait si cette organisation n'existerait pas? Ça peut être la phrase en négatif. Mais on va essayer de mettre quelque chose de plutôt de positif. Moi j'aime bien la mettre au présent, et comme un résultat en disant bah ça y est, on a réussi le boulot. Dans quel monde on se réveille aujourd'hui une fois qu'on a fait le boulot? Ça c'est un peu la démarche, comme j'aime bien amorcer ce travail sur la raison d'être. Et après, sur un groupe, en mode d'intelligence collective, il y a plusieurs process. Sur la question de qui est légitime, tout ça, moi j'aime bien la réponse une règle du forum ouvert qui dit toutes les personnes sont les bonnes personnes, les personnes présentes sont les bonnes personnes, les personnes qui ont envie sont les bonnes personnes, les personnes qui s'ennuient, qui ont envie d'aller faire autre chose, c'est bienvenu, et puis c'est pas grave, et puis on peut commencer, puis après s'ennuyer, et partir. Voilà, et puis en termes de processus, comment y arriver, peut-être que ça serait des petits groupes qui travailleraient sur cette question et qui mettraient ensuite quelque chose en commun. J'aime bien, il y a la méthode des 6 chapeaux aussi, en méthode collective, mais je sais pas si elle est vraiment efficace pour ce genre de processus. Peut-être que je ferais ça, de faire des petits groupes qui réfléchissent à cette question-là, essayer de produire une raison d'être, et puis après des rapporteurs, et après se mettre en commun le travail et voir s'il y a quelque chose qui émerge, et de le faire, de définir quelque chose qui émergerait. Bon, je sais pas si tu veux répondre.
Du coup, ce que tu décris, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à des ateliers constituants qu'on pourrait faire, non pas sur une constitution, comme on avait commencé à faire à Nuit debout les premiers temps, les premières semaines, mais plutôt juste dire qu'est-ce que Nuit debout, à quoi ça sert, est-ce qu'on a envie d'en faire un mouvement, ou est-ce qu'on a envie d'en faire un lieu d'apprentissage, d'éducation populaire, comme en réalité c'est le cas aujourd'hui et depuis le départ. Il n'y a pas de mouvement à partir du moment où il n'y a pas de raison d'être. Et c'est peut-être ça la première question qu'on doit se poser, c'est à quoi on aspire, à quoi, qu'est-ce qu'on a envie de modifier dans cette société et dans le monde. Et du coup, oui, il pourrait y avoir des ateliers constituants pour essayer de trouver la raison d'être de Nuit debout, ou alors, au lieu de chercher à poser une raison d'être de Nuit debout, peut-être que c'est trop complexe, essayer peut-être de chercher des raisons d'être d'une commission, d'un groupe de travail, de quelque chose de plus petit, où il y a des personnes qu'on retrouve peut-être régulièrement. Il y a justement cette notion d'affect, des interactions humaines, et du coup sur la commission en démocratie par exemple, on pourrait dire cherchons une raison d'être qui est liée à l'extérieur. C'est quoi l'extérieur à cette commission? C'est Nuit debout. C'est quoi Nuit debout? On n'est pas certain de comprendre ce que c'est Nuit debout, mais peut-être qu'on peut poser quand même une action claire au présent de qu'est-ce qu'on a envie en tant que commission, qu'est-ce qu'on a envie de voir autour de nous, à quoi on sert. Et peut-être commencer avec une commission, essayer de travailler avec des rôles, essayer de travailler en agilité et voir si ça marche, la répliquer ailleurs et puis l'améliorer. Et puis à un moment donné, voir si Nuit debout, on n'en ferait pas une raison d'être. Et dans ce cas-là, ça deviendrait peut-être mouvement. En complément sur la posture, comme dit Mo, il n'y a pas de mouvement s'il n'y a pas de raison d'être. Et en gros, c'est un mouvement, c'est qu'il y a une raison d'être. On ne l'a peut-être pas identifié. Et on peut partir du principe que le rôle des membres d'une organisation est d'être à l'écoute et d'essayer d'enquêter pour voir si cette raison d'être existe. Et comme on l'a dit, cette raison d'être, elle est évolutive aussi. Elle n'est pas figée dans le temps. C'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et donc, un rôle faisant partie de l'organisation, c'est aussi être à l'écoute de l'organisation régulièrement pour voir est-ce que c'est toujours la bonne raison d'être, est-ce qu'elle n'a pas déjà évolué. Et ça, on s'en rend compte en faisant, et plutôt dans une situation, on va dire, de conflit, c'est-à-dire il faudrait faire ça, mais non, on n'a pas à faire ci. Pourquoi? Parce que notre raison d'être, c'est ça. Oui, mais est-ce que finalement, notre raison d'être, elle n'a pas un peu évolué, et on devrait aller plutôt aussi là-bas. Voilà. Et puis j'aime bien, effectivement, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche, est-ce qu'on essaye de faire la raison d'être globale. C'est pas forcément un exercice évident, mais il peut être intéressant. Et puis après, il y a aussi la raison d'être d'une commission, d'un groupe de travail. C'est peut-être plus facile à ancrer. Après, je sais pas, justement, ce qui est peut-être la question à se poser, c'est quoi le point commun entre toutes les personnes qui sont là, entre toutes les personnes qui ont envie de faire ce travail-là. Et à partir de ce moment-là, c'est trouver la raison d'être déjà de ce groupe-là. Ça peut être un exercice à part entière. Vraiment sur quelque chose, sur un mode exercice. Ce qui est dur sur ces trucs-là, c'est d'être ancré dans une réalité. Parce qu'on est sur des concepts. Si le concept il est flou, il est vague et qu'on ne se sent pas lié vraiment à ce concept-là, on peut discuter de ce truc pendant des heures et faire... Enfin voilà. Merci. Alors maintenant on passe à Edouard. Edouard. Oui, vous parlez beaucoup de modus operandi, de mode de gouvernance, d'organisation, de manière de se comporter, d'interagir au sein d'un groupe. Il me semblait que quand même au départ Nuit debout avait un objectif qui était de combattre une loi, et au-delà de cette loi, le monde qui va avec. Donc, j'ai l'impression qu'en se mettant en périphérique de l'objectif, qui à mon sens est plus largement le monde qui va avec la loi que la loi en elle-même, vu que une loi ça peut se défaire, un monde c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il ne faudrait pas une bonne fois pour toutes que Nuit debout se fixe un objectif et réduire un petit peu les discussions périphériques, même si elles sont
incontournable en termes de modus operandi, mais malgré tout, s'il n'y a pas un objectif clairement fixé, tout ce que l'on peut discuter là aujourd'hui en ce moment, finalement peuvent être accaparés par n'importe quel objectif, hein, c'est-à-dire, je sais pas, du new management, enfin toutes sortes d'objectifs divers et variés qui ne correspondent peut-être pas non plus à ce que l'on cherche nous tous ici. Et moi je crains que, mis à part devenir des pointures en termes de relationnel au sein d'un groupe, on ne fixe pas on n'ouvre pas le chemin de l'objectif à atteindre. Et je trouve que ça manque un petit peu. Voilà. Objectif. Merci. Vous voulez répondre ou pas? Vas-y. Oui, merci de rappeler que effectivement, enfin, du coup, il y a le mouvement, et puis, est-ce qu'on se positionne comme une organisation? Est-ce que Nuit debout est une organisation? Voilà. À mon sens, c'en est une, avec des règles de fonctionnement qui lui sont propres. Et puis la question de la raison d'être, moi ce que j'entends, c'est qu'effectivement il y avait une raison d'être de départ, avec mes mots, hein, si je le reformule, sur mon prisme et ma grille de lecture, c'est pour ça que je suis là. Il y avait une raison d'être de départ qui était contester la loi travail, et puis cette raison d'être elle a peut-être évolué vers quelque chose de plus général et de plus de fédérer, on va dire, un mouvement citoyen. Voilà, et là-dessus, n'ayant pas beaucoup participé à ce mouvement, je ne me sens pas en capacité d'apporter des choses là-dessus. Mais en tout cas, c'est ce qui est enfin voilà, c'est juste ça que je voulais répondre. Voilà. Juste pour rappeler, au départ on parlait de sociocratie et des nouvelles formes d'organisation. Bon, David et moi, on n'est pas là pour porter le message Nuit debout, hein, c'est clair. Et toutefois, du coup, ce qui me vient à l'esprit, c'est à nouveau, ça va être un peu bateau, mais ça va être un peu, j'ai peur de choquer, pas choquer, mais ça va être à nouveau la notion du colibri. C'est qu'est-ce que moi, en me transformant, je peux amorcer comme transformation autour de moi. Et c'est ça que j'ai appris, que j'apprends depuis quelques temps et que j'ai beaucoup appris avec Nuit debout, en venant souvent sur la place, en discutant, en étant en commission. C'est que à tout moment, je dois rester sceptique, mais également à l'écoute, et également à me poser des questions, à être dans l'ouverture. Et du coup, ça me pose des questions de transformation individuelle à chaque fois, de ma posture, de ma prise de parole, de est-ce que je suis là utile à dire ça, ou est-ce que c'est juste mon ego qui est en train de parler. Il y a tout ça qui est en jeu, en fait. Et quand on parle de pouvoir, quand on parle de jeu de pouvoir, c'est pas uniquement, à mon sens en tout cas, c'est pas uniquement nous et les autres. Il y a déjà nous entre nous. Et pour faire multitude, pour faire force, nous entre nous, on doit peut-être mieux se comprendre, mieux se parler. En tout cas, c'est ce que je ressentais souvent en commission, lors de différents débats, où j'arrivais même pas à amener tout ça, parce que c'était trop compliqué pour moi. Et ça fait en fait des mois, j'en parlais avec Mehdi tout à l'heure, ça fait des mois que je me suis dit ce serait cool d'arriver à Educ Pop et de parler de tout ça. Et en fait c'est venu à moi, en fait, c'est Mehdi qui est venu à dire tiens, ce serait cool. Ok, parfait, c'est génial, même si on est moins nombreux aujourd'hui, c'est mieux aussi d'être nombreux, ça apporte plus de communication, de paroles. En fait, c'est bienvenu ce que je voulais dire. Effectivement,
Là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on échange des idées, on participe à créer une culture commune. Voilà, et ça pour moi, c'est quelque chose, à titre personnel, c'est quelque chose d'hyper important. Je disais tout à l'heure, je ne m'étais pas beaucoup impliqué dans Nuit debout, je m'étais impliqué au préalable dans un autre mouvement qui était le mouvement des indignés. Voilà, et moi ce que j'avais retenu de ce mouvement, après quand on avait un peu cessé les activités, tout le monde disait alors ce mouvement, qu'est-ce qui c'est devenu, à quoi ça sert, est-ce que ça a servi à quelque chose? Et moi la réponse que je fais généralement c'est oui, ça a servi à ce que maintenant je connais d'autres gens, des gens que j'aurais jamais connus avant, et on a partagé une culture commune, on a fait des assemblées ensemble, on a pris des décisions ensemble de manière compliquée, et en même temps on l'a fait. Et ça pour moi c'est un acquis culturel, et c'est quelque chose qu'on peut pas nous voler, c'est quelque chose qu'on peut pas nous enlever comme ça, quelle que soit la situation. Et voilà, j'avais envie de dire ça. C'est dit. Merci, donc maintenant il y a Khaled. Donc moi pour commencer, je vais commencer par la sémantique, la signification. Moi je suis pas du tout d'accord avec le fait qu'on renomme. Il y a des gens qui ont parlé que c'était bien de renommer, de changer de mot. Moi je suis pas d'accord parce qu'on est dans une guerre orwellienne, dans une guerre de la novlangue. Je pense que c'est important de ne pas leur laisser les mots parce qu'on a des ennemis. Hein. Et comme la démocratie, pour moi, c'est un mot qu'on doit conserver, qu'on doit se réapproprier. Comme plein d'autres mots d'ailleurs, comme la souveraineté, comme voilà, des mots que certains s'accaparent et qu'il faudrait pas, quoi. C'est une guerre des mots, hein, quand même, c'est super important. Donc voilà, quoi, pour ce qui est de la sémantique, comme il y a des mots par exemple comme la gouvernance, moi que j'aime pas du tout, c'est des mots qui nous viennent du monde anglo-saxon, et c'est vraiment une colonisation aussi, là c'est pareil, on est aussi dans la guerre des mots, je pense, enfin voilà, hein, c'est personnel, hein, je vous donne ça à débattre. Voilà, donc ensuite pour ce qui est de Nuit debout, donc moi je faisais une grosse bon, pour ce qui est de l'objectif, hein, ou de la raison d'être, hein, vous appelez ça comme vous voulez, c'est des questions qu'on se pose depuis le début, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des gens qui bougent, qui s'en vont, qui reviennent, etc. C'est une grosse question, et c'est déjà aussi qu'il y a des... On n'est pas dans quelque chose d'homogène à Nuit debout, il y a des gens qui font partie, ça a été créé par des partis politiques, des syndicats, des gens qui ont quand même des visées politiques bien précises, et d'autres qui n'en ont pas, et d'autres qui sont contre ces gens-là. Donc déjà, il y a des conflits qui sont là, et que je pense que... Je sais pas, je suis un peu arrivé en retard malheureusement dans votre exposé, c'est bien dommage, mais j'ai un peu regardé sur internet, bon j'écouterai, hein, je sais qu'il y a un enregistrement, donc je reviendrai. Donc voilà, excusez-moi, vous me dérangez là, ouais. Parce que là vous me faites perdre mon fil de la discussion, donc ouais, voilà, je voulais revenir sur Nuit debout, donc la raison d'être, tout ça, l'objectif, on se pose depuis le début, et c'est une grosse question, et voilà, et là les grosses difficultés c'est ça, c'est le côté que Nuit debout, il n'y a rien d'homogène dans les gens qui sont là, il y a des gens qui ont des objectifs bien particuliers, qui ne sont pas complètement compatibles. Bon, moi j'avais quand même quelques idées, la démocratie justement, parce que c'est vrai que là on a parlé, ouais, on s'oppose à quelque chose, mais bon après il faut s'affirmer, quoi. Quand on s'oppose à la loi El Khomri et son monde, après, il faut proposer quelque chose. Bon, moi, j'avais proposé la démocratie, l'anticapitalisme, voilà, comment le mettre en place, etc., comment mobiliser. Donc voilà, pour moi, c'était mon idée. Bon, après, il y a d'autres gens qui ont d'autres idées. Donc après, pour revenir à la question de la sociocratie et de l'holocratie adaptée à Nuit debout. Donc moi personnellement, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses moi, j'ai réfléchi sur la question de la démocratie. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses où on se rejoint, quoi. Moi, pareil, j'ai pensé à la dimension du jeu aussi pour enlever les problèmes de pouvoir, etc. Enfin bon, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de... Je suis pas complètement paumé, même si je suis arrivé un peu en retard. Donc, juste pour faire une grosse remarque aussi sur la transposition. Bon, a priori aussi, c'est sur les entreprises, d'après ce que j'ai lu, hein, au départ. C'est sur les petites entités.
Donc, parce que nous, on essaie aussi de réfléchir à la démocratie au niveau de la France, etc. Hein, ou même au niveau de Nuit debout, c'est assez gros hein, comme entité. Il y a des villes, etc. Et Nuit debout, il y a encore quelque chose qui est super dur et que je fais remarquer souvent, c'est qu'il n'y a pas de frontières. C'est des places. Il n'y a pas de population. C'est super important ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je me souviens quand j'ai fait l'expérience une fois, on demandait à des gens dans une assemblée, quand il y avait encore beaucoup de monde, qui était là hier. Il y avait 80% des gens qui n'étaient pas là hier. Donc ça tourne tout le temps. C'est des gens différents. Donc ouais, ça c'est un gros problème pour transposer ça même à un modèle démocratique classique, donc ou sociocratie ou holocratie. Voilà quoi. Bon voilà, c'est quelques réflexions que je voulais apporter à votre exposé et au débat là. Merci Khaled. Vous voulez répondre ou pas? Vas-y. Oui, merci oui sur les mots, effectivement, les mots sont importants et les défendre et se les approprier, c'est important, effectivement. Sur gouvernance, effectivement, je l'ai dit en introduction, c'est un mot qui pose débat, mais pour l'instant j'en ai pas trouvé de mieux pour parler de comment on prend des décisions et comment on les fait appliquer ensemble. Donc c'est ça le sujet, ce que j'avais dit en intro. Voilà, donc ça c'est pour ce que j'ai apporté, on va dire, sur ce format-là. À titre personnel, sur les mots, il y a aussi pour, contre. Dans les modes de prise de décision, justement, comme la gestion par consentement, on va essayer de prendre des décisions ensemble, c'est-à-dire en prenant en compte chacun dans la décision. Ce dont je me suis assez rapidement rendu compte, c'est que je suis obligé de sortir de cette position de pour ou contre. Je suis pas, quand je fais une objection, je suis pas contre la proposition. C'est juste que je signale, je ne peux pas faire avec. Ça paraît. Enfin voilà, il y a une vraie différence là-dessus, qui est quelque chose qui est difficile à expliquer avec des mots. C'est quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'expérientiel et quelque chose à transmettre plus par une expérience. Moi, je me retrouve assez beaucoup dans la philosophie de Gandhi, par exemple. Gandhi, à mon sens, ne s'est jamais battu contre les Anglais. Il s'est battu sans les Anglais. Il était dans une lutte non violente. Il pouvait pas se battre contre les Anglais parce que les Anglais étaient plus forts au départ, et il s'est battu sans eux, c'est-à-dire faire comme s'ils n'existaient pas. Et donc ils veulent pas qu'on tisse, qu'on fabrique notre tissu. Et on va faire comme s'ils n'étaient pas là, on va le faire, on va tisser notre tissu, on va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est donc ça, à titre personnel, je pense que c'est aussi quelque chose qui, dans la façon dont on prend des décisions ensemble, si on arrive à se positionner avec nos collègues, camarades, quoi qu'on en dise, non plus en position de je suis pour ce que tu dis, je suis contre ce que tu dis, ou là, de mon expérience, c'est souvent le plus fort qui gagne. C'est comment je peux faire avec ce que tu dis ou sans. C'est-à-dire, si je suis pas d'accord, je m'en vais et puis voilà, on va faire sans. Mais voilà, et donc c'est là où on rentre sur des postures de coopération. Et pour moi, ça c'est un vrai défi que nos sociétés ont à répondre aujourd'hui, c'est-à-dire comment on va intégrer la voix de chacun sur une place de concession, comme tu le rappelles, n'importe qui peut arriver et les opinions sont très diverses ici. Est-ce que c'est une faiblesse ou est-ce que c'est une force, et comment on peut transformer ça d'une faiblesse en une force, et pour moi ça passe vraiment par un changement de posture par rapport à ça, et de mon expérience, mettre en place ce type de mode de décision vient directement questionner ça. Questionner c'est quoi mes mécanismes par rapport au pouvoir, comment j'ai l'habitude de mettre en place des choses qui me permettent de prendre le pouvoir sur les autres d'une manière directe ou pas directe. Ça peut être par de la rhétorique, ça peut être par des relations, enfin des choses qui se passent dans les relations hommes-femmes par exemple, comment j'ai tendance à couper la parole ou pas, comment j'ai tendance à m'exprimer selon mon point de vue ou pas, ou
ou essayer de parler à la place des autres, essayer de dire ce que tu penses en fait c'est clair, de parler à la place des autres, voilà. Et ça c'est toutes ces règles dont on parlait tout à l'heure qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui à mon sens viennent vraiment participer à faire évoluer la coopération, et pour moi rattaché au troisième mot de notre devise française qui est fraternité. Moi, si j'ai une raison d'être que j'inscrirais dans un mouvement social tel que celui-là, c'est comment on peut retrouver une fraternité les uns les autres, c'est-à-dire se sentir vraiment frères et sœurs. Alors juste indication, l'atelier on le fait plus parce que là on part sur les tours de parole et c'est long, donc on préfère continuer les tours de parole. Donc si vous voulez parler, vous me faites signe. Là maintenant ça Amel, vas-y tu peux parler. Bonjour. Donc je voulais intervenir aussi sur la question en gestion de crise. Donc lorsqu'il y a une crise qui s'annonce, comment est-ce qu'on va gérer cette situation, parce que ça demande une rapidité en fait de réponse, et du coup on n'a plus le temps de passer par tous ces processus de sociocratie qui prennent du temps, de donner la parole à toutes les personnes et que tout le monde soit d'accord sur une idée. Donc à mon avis il faut aussi faire des protocoles en cas de crise, comment gérer ça. Et aussi par rapport donc j'ai entendu Global Debout, donc c'est le fait qu'il y ait des nuits debout dans tous les pays, par exemple en Europe et dans d'autres pays de l'Afrique, voilà. Et comment est-ce qu'ils vont être connectés entre eux pour qu'il y ait une efficacité économique. Et à mon sens, lorsqu'il y a un véritable impact économique, c'est là qu'on peut vraiment peser en fait. Parce que finalement on est dans un système capitaliste, donc c'est aussi l'argent qui dirige. Donc lorsque il y a une véritable efficacité économique, donc des projets qui seraient horizontaux mais à des échelles beaucoup plus globales, et mettre en place des structures, donc notamment la production de denrées alimentaires ou la production de tout, de produits et tout. Donc voilà. Je vais répondre à la première partie. En fait, je me rends compte que je suis sur une position un peu là de tribune, et du coup, je fais des positionnements très personnels, et je suis pas en fait vraiment à l'aise là-dessus. Je suis venu pour apporter des choses sur la sociocratie, l'holacratie, et je vais essayer de revenir à ça et de m'en tenir à ça. Et donc sur ce que tu apportes, effectivement, comment trouver le truc entre efficacité et prendre la vie de tout le monde. En holacratie, il y a une décision, par exemple la sollicitation d'avis, c'est-à-dire qu'à un moment donné je prends l'avis des gens qui sont directement concernés. C'est pas forcément long, parce que l'idée n'est pas forcément d'arriver à un consensus, mais au moins que chacun soit écouté. Ça, je pense que ça reste quelque chose d'assez fluide. En sociocratie et en holacratie surtout, il y a des mécanismes qui prévoient de détecter quand est-ce qu'on est sorti justement en cas de crise. Peut-être qu'on a détecté, on est sorti du mode de gouvernance qu'on s'était donné. On a cassé les règles du jeu. L'holacratie dit ok, c'est possible, mais par contre on met en place un processus qui va nous permettre de revenir dans ce processus. Ça c'est pour le point de vue global. C'est arrivé dans des organisations comme ça, ils ont mis en place et à un moment donné ils ont dit j'arrête, je me pose, je le dis. On arrête l'auto-organisation, je reprends la main parce qu'on a un truc compliqué à gérer, et puis je vous la redonne après. Là, faut faire là c'est des postures de dirigeants en fait, c'est des postures de gens qui sont capables de faire ça. Et pour moi ça demande aussi d'avoir fait un travail sur soi en fait, d'être à un niveau de confiance en l'organisation et de pouvoir reprendre aussi en confiance en soi pour pouvoir gérer ce genre de situation. Et très techniquement sur l'holacratie, il y a la notion d'action directe. En fait, en holacratie, on va préciser tout le temps ce que c'est la gouvernance. Et la gouvernance, c'est quoi? C'est quels sont les rôles qui existent, c'est quoi leur raison d'être, c'est quoi leur redevabilité. Dans un monde idéal, ça devrait être à jour tout le temps. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, ça veut dire que j'occupe un rôle et que c'est prévu dans la gouvernance. Mais à un moment donné, je peux détecter une situation où je me rends compte que la gouvernance ne répond pas à ça. Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Mon rôle, c'est peut-être déjà de faire l'action,
puisque j'ai détecté quelque chose, donc je suis peut-être la meilleure personne bien placée pour le faire, donc je vais faire l'action. Et mon deuxième devoir, et ça c'est quelque chose que j'ai pas abordé, c'est-à-dire qu'on sépare les réunions de gouvernance et les réunions opérationnelles, c'est-à-dire qu'il y a des espaces dédiés, on va parler de la gouvernance, c'est-à-dire comment on dessine l'organisation. Et quand je détecte quelque chose qui n'est pas prévu dans l'organisation, c'est de le ramener dans cette réunion-là et de dire j'ai fait quelque chose qui est prévu par aucun rôle, qu'est-ce qu'on fait? Et normalement on doit répondre, et donc ça génère ce qu'on appelle une tension. Et donc j'amène ça et je demande à l'organisation de traiter cette tension et donc qu'on prenne une décision pour adapter notre gouvernance. Donc on est vraiment sur quelque chose où on s'adapte en continu à ce qui apparaît, et puis surtout d'aller préciser de manière itérative, parce que ça veut dire que régulièrement ces réunions on les prévoit dans le temps, par exemple tous les mois on se pose et on se dit voilà, est-ce que notre gouvernance, est-ce qu'elle est à jour, est-ce qu'il manque des choses, est-ce qu'il faut la faire évoluer, et on se pose cette question tous les mois. On part du principe que la gouvernance parfaite n'existera jamais, on peut juste essayer de la découvrir le plus possible et puis la faire évoluer parce que l'environnement est changeant et qu'on a besoin de s'adapter à des choses qu'on n'aura pas prévues. Maintenant on va passer à Pierre. Oui, la différence avec Edgar Morin, c'est qu'Edgar Morin a pondu sa théorie et qu'il n'a pas le terrain pour l'appliquer, et que Nuit debout s'est pondu lui-même sans théorie. Donc la question qui se pose, c'est pas quelle est notre raison d'être, c'est qu'est-ce qu'on est, quel est notre être. Et donc moi j'ai imaginé un atelier qui tente de répondre à la question en développant sa propre complexité dans le réel. Donc c'est le 3 décembre, et donc j'ai commencé un casting, je suis pas tout seul, puis c'était la galerie avec François et Asna. Je fais un casting pour concernant les intervenants potentiels. Donc voilà, c'est commencé. Merci. Tu veux répondre? Vas-y. Ça fait écho à un film que j'ai vu ce matin qui s'appelle Être et devenir, qui parle des nouvelles formes d'éducation à travers notamment l'éducation hors école que certaines familles choisissent d'appliquer à leurs enfants, et qui est basée sur l'amour, la confiance, la liberté. Et j'ai l'impression que Nuit debout, c'est un peu ça en fait. C'est un peu une génération ou des générations qui n'ont pas eu accès à cette liberté, à cet amour, à cette confiance, qui redécouvrent ça et qui mettent du temps à pondre quelque chose de l'être et du devenir. Merci. Alors après, il y avait Mélanie qui voulait parler, je crois que je ne la vois plus. Donc on va passer à l'autre. Vas-y Adèle, maintenant c'est à toi. Oui, moi si j'ai bien compris par rapport à la raison d'être, en fait, c'est petit à petit avec les raisons d'être évolutives que l'être va se définir. C'est en voyant, en expérimentant de quelle façon on avance, au petit à petit on voit de plus en plus vers où on va, où on délimite de plus en plus son champ, et c'est là où l'être se définit en fait au final. Parce que définir l'être avant, je suis pas sûr que ce soit possible, et je pense que là c'est un petit peu prise de tête. Moi je voulais juste revenir, mais très très rapidement par rapport à ce qu'on a dit sur Nuit debout, la raison d'être de Nuit debout. Pour moi ça... Alors, oui, il y avait deux choses. La première, c'est on a dit contre la loi travail, et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que une raison d'être, ça peut être contre? Est-ce qu'une raison d'être, c'est pas forcément pour quelque chose? Dans l'idée de créer quelque chose, parce qu'une raison d'être qui est contre, elle pourrait être contre tout le temps. Enfin, je me demande si une raison d'être peut être contre. Donc ça, c'est vraiment la question. Et du coup, moi, j'étais tout à fait d'accord avec l'idée plutôt que chaque commission peut définir sa raison d'être, en effet évolutive. Mais par contre, pour Nuit debout, mis à part, comme c'est toi qui le disais, fédérer un mouvement citoyen, voilà, ça peut être tout comme raison d'être. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de définir les règles de sécurité. En effet. Et là, ça peut être au sein de Nuit debout comme au sein des commissions. Ça semble le travail qui est encore à faire. Sur le contenu de la raison d'être, non spécifié.
C'est-à-dire que ça, c'est les gens qui créent le groupe sont les plus à même de savoir quelle est la raison d'être. Elle peut être pour quelque chose, contre quelque chose, en dehors de ce positionnement-là, enfin sur n'importe quel positionnement. Je vais pas. Là, c'est vraiment une décision du groupe. En général, c'est les fondateurs, c'est les 2-3 personnes, peut-être 10 personnes qui mettent ça en place au départ, et puis après ça évolue dans le temps. Dans le cadre d'organisations type associative, entreprise ou quel que soit. Donc là, dans le cadre de Nuit debout, c'est particulier parce qu'il y avait peut-être une raison d'être de départ qui était claire pour tout le monde, et puis aujourd'hui, est-ce que l'évolution elle est partagée, c'est une autre question. Et je pense que effectivement, c'est extrêmement compliqué de travailler sur cette question dans notre cadre actuel, et qu'il y a d'autres leviers comme effectivement travailler sur les règles de fonctionnement de base, comment on prend des décisions, comment on se comporte les uns les autres, voilà, qui peut-être aussi en travaillant là-dessus permet de découvrir petit à petit aussi la raison d'être. En fait, ces 3 piliers, à mon sens, ils sont interconnectés, c'est-à-dire que en mettant en place un ou deux, le 3e arrive assez rapidement. Voilà, ça c'est. Et peut-être qu'effectivement ici c'est plus simple de travailler sur les règles de sécurité, quoique ça c'est. Enfin, les règles de sécurité, sur les règles communes. Voilà, donc je vous le dirai. Très rapidement sur la notion de pour, contre, et puis avec et sans. À mon sens, donc c'est vraiment personnel, à mon sens, créer un imaginaire commun aujourd'hui avec et sans, ce n'est pas se dire qu'il faut absolument éviter d'être dans du pour ou du contre. Il y a l'imaginaire commun qu'on peut se créer, et puis il y a le réel qui est là, qui est autour de nous, qui peut être différent, et du coup il faut accepter en fait les quatre notions, le pour, le contre, avec et sans. Et le plus important, c'est d'en être conscient en fait. D'être conscient que parfois on est sur du contre, et être sur du contre, c'est une autre forme de violence. C'est pas forcément arrêter d'être contre que de dire ça. C'est pas forcément arrêter d'être contre dans l'être conscient. C'est juste dans l'être conscient et rester dans cet équilibre un peu dangereux mais nécessaire qui est les luttes en fait en général, qui sont toujours dans cette notion du contre et toutefois avec l'espoir de créer quelque chose et d'être dans du pour et éventuellement dans un idéal futur de faire avec, voire sans. Voilà, faut remettre chaque notion à sa place en quelque sorte, du moins c'est ma vision. Merci. Donc là on va prendre les 3 derniers tours de parole, mais Mehdi tu vas conclure après. Vous deux vous allez conclure aussi, et puis on va arrêter là comme ça. Et aussi dernier truc, on vous remercie d'être chacun malgré froid. Attends, il y a 3 tours de parole avant. Alors, merci à tous d'être là. Il fait super froid et c'est juste hyper génial que vous soyez là. L'idée de l'atelier, et j'ai vu cette idée émerger en fait à travers les questions, c'était peut-être d'essayer de concevoir un jeu de société qui mette en pratique les règles de la sociocratie. Et donc on a un peu rêvé à ça avec des camarades de la commission Jeux debout. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, puisque de toute manière c'est pas maintenant qu'on va le faire ce jeu, on est tout juste trop glacé jusqu'aux os, donc c'est pas maintenant, mais par contre ce qu'on peut faire c'est, je prends vos emails et on va convenir d'un endroit, d'une heure, et puis on va commencer à travailler sur cette thématique là. Et il y a 3 dernières questions, elles vont être très rapides, ça va être la manière de finir un peu cette éduc-pop debout qui a duré près de 2 heures, donc c'est assez exceptionnel. Antoine, je crois que tu étais la prochaine question, donc n'hésite pas à rester. Et voilà. Donc les gens qui sont intéressés par la confection d'un jeu de société autour des règles de la sociocratie, je vous en prie, venez me voir, on va noter votre nom et puis on va prendre rendez-vous dans un endroit chaud
et agréable et accueillant dans lequel on va pouvoir travailler et imaginer cet espace comme ça de créativité autour de ces règles de sociocratie. Merci encore. Merci. Donc maintenant Antoine. Ouais, donc moi je suis content que vous soyez là parce qu'on essaie d'organiser Nuit debout depuis des semaines et des mois et on a du mal. En fait, ce que je voulais dire pour vous, en fait, sur la sociocratie, le problème, je pense, à Nuit debout, c'est que c'est pas une organisation, en fait. On dit c'est une organisation, mais non, c'est pas une organisation. Il y a du peuple, il y a l'accueil, et chacun est quand même assez libre, assez autonome. Pour l'instant, on n'a pas de règle de gouvernance. Après, il y a aussi tous les Nuits debout des villes, parce que déjà ici il y avait 80 commissions, il y en a peut-être encore, mais elles existent encore les commissions, c'est-à-dire qu'ils sont partis, ils font d'autres choses ailleurs, écologie sont ailleurs, etc. Et c'est pareil avec les villes de province. Donc comment on peut faire pour créer un cadre, parce qu'en fait c'est ça l'histoire, que ce soit de la sociocratie ou autre chose, à partir du moment où tout le monde est diffus, tout le monde est parti, tout le monde est dans ses collectifs et veut pas forcément revenir. Et à la limite chaque groupe fonctionne, je pense, un peu en sociocratie, c'est comme des cercles et ça se passe pas mal, hein. Du coup, pas pareil au OC, nous on est jeunes citoyens, on fait nos actions, l'écologie fait ses actions, mais c'est toujours compliqué de créer du collectif. Créer des valeurs, je crois qu'on en est incapable. Franchement, créer un objectif global, si on dit qu'il n'y a qu'un objectif, tout le monde va s'entretuer. Et c'est comment retrouver du lien entre les différents, quoi. Voilà, si vous avez des trucs par rapport à ça, ça nous intéresse pour qu'on refasse le lien de tous les Nuits debout, quoi. Merci. Alors, réponse directe. Oui, je partage l'analyse. C'est peut-être la différence entre un mouvement et une organisation. Effectivement, il y a quelque chose de très chaotique en fait, c'est-à-dire en réorganisation constante, mais en même temps le chaos c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de créativité. Donc c'est un espace aussi intéressant pour ça, qui peut-être est pré-organisationnel, c'est-à-dire que je pense que de ce mouvement-là vont naître plusieurs organisations, comme on a pu le voir dans le passé, enfin quand on prend ce qui s'est passé en Espagne avec le mouvement des indignés, qui a donné naissance à plusieurs mouvements politiques, plusieurs organisations politiques et d'autres associations de quartier, voilà. Donc ça c'est, on va dire, ma vision là-dessus. Après, ça me fait penser qu'il y a une question qu'on a finalement pas tant développée que ça et qui pour moi est vraiment cruciale. Pourquoi ce mouvement, il a, à mon sens, une forme qui est hyper horizontale et qui n'autorise pas la verticalité, c'est-à-dire on va essayer de supprimer toute forme de hiérarchie qui tendrait à vouloir émerger. Pour moi, c'est le principal frein au développement d'une organisation, que ce soit en sociocratie ou en holacratie. Pour moi, l'holacratie, je la trouve intéressante parce que on a une autorité, on a une forme de verticalité, sauf qu'elle est distribuée. Elle est hyper claire et elle s'organise différemment. Elle est plus par étage, mais elle est imbriquée, concentrique. C'est pas une notion qui est forcément évidente à saisir, mais par exemple, souvent la question que je pose, c'est chez vous, quand je dis chez vous, dans votre corps, qui commande? Est-ce que c'est votre cerveau? Alors aujourd'hui on a découvert qu'on avait un cerveau dans le ventre aussi, on a un cerveau dans le cœur en termes de neurones, donc il y a beaucoup d'intelligence, mais après en termes, si on regarde au niveau biologique, on a des cellules, on est composé de sels minéraux, donc on est aussi des cailloux quelque part. Donc est-ce que les cailloux commandent? Est-ce que l'eau commande? On est 80% d'eau. Est-ce que l'eau commande? En fait, ma réponse, et la réponse de l'holacratie, c'est tout le monde commande dans cette histoire. Et chacun a un périmètre d'autorité très clair. Et tant que l'eau n'a pas accepté, enfin voilà, je ne vais pas filer cette métaphore, mais tant qu'on n'accepte pas le périmètre d'autorité de l'autre, on reste dans quelque chose qui est très informe, de cette magma primordiale on n'est pas que physique. Voilà, il y a plein de dimensions, par exemple. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment cette notion de
équilibre entre verticalité et horizontalité. Tant qu'on n'a pas, pour commencer une organisation structurée qui fonctionne et qui peut avancer, il faut un projet de départ, il faut quelque chose de clair, il faut qu'à un moment il y ait un planté de bâton, c'est une personne, deux personnes, un groupe qui disent voilà, nous on va là, et on le pose clairement, et qui même me suivent, et en général c'est comme ça que commencent ces aventures. Voilà, c'était ma réponse. Alors maintenant on va passer à Mathéo. Bon, moi, ce que j'ai à dire est assez rapide. C'est que j'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait de la question d'identité. Moi, j'ai été surpris qu'on se demande encore, en fait. Pour moi, on peut se demander à quoi a servi. On peut voir que ça a été un moment contre la loi travail, ça a été un moment pour l'éveil de la citoyenneté, mais aujourd'hui, à force de se demander qui on est, on finit par ne plus rien être du tout, en fait. Et je pense qu'il vaut mieux laisser la spontanéité faire et parler entre nous de tel ou tel sujet, pas ne pas écouter les autres, mais ne pas être dans En fait, j'ai l'impression que on n'avance pas si on se demande qu'est-ce qu'on veut être. Faut pas non. Il faut. Je sais pas qui disait ça, peut-être Jaurès, qu'il faut aller à l'idéal, mais quand même rester au réel. Et je pense que si on est en permanent questionnement, on finit par se recentrer sur nous-mêmes et puis ne plus avoir aucune portée, en fait. Et aujourd'hui, on dirait aujourd'hui qu'il ne se passe plus rien, mais il y a plein d'enjeux. C'est-à-dire que depuis on peut voir qu'au niveau des actions de Nuit debout, on peut voir qu'il y a eu un pic d'action contre la loi travail, ça a donné une vraie énergie, et que maintenant cette énergie, à coup de 49.3, c'est un petit peu cassé la gueule. Mais il se passe quand même des choses politiquement. Politiquement, la scène n'est pas vide, et donc je pense qu'on se demander ce qu'on fait, c'est faire. Je veux dire, à force de se demander ce qu'on fait, on finit par ne plus rien faire. Et donc je pense qu'on devrait fixer des choses à faire politiquement. Forcément, on peut pas, comment dire, il y a une deuxième donnée, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire que j'ai remarqué une vraie volonté dans ce, on peut appeler mouvement, d'écoute des autres, ce qui est génial, mais à force de vouloir contenter tout le monde, contenter les 80 commissions, contenter tous les gens, on finit par ne plus rien faire, puisque par définition, tout le monde a un avis légèrement différent, et si on écoute toutes les nuances d'avis, on finit par s'asseoir et regarder la télé. Voilà. Je vais essayer de... je te rejoins complètement, en fait, sur l'idée d'inaction, de peur d'agir, de recherche de soi en quelque sorte, un peu comme une crise identitaire d'une personne qui ne saurait pas qui elle est et qui serait en recherche continuelle d'être, de comprendre ce qu'elle est et qui du coup pourrait être anesthésiée sur toute forme d'action, sur toute forme d'agir, de faire au-delà de l'être, donc être et devenir, comme je disais tout à l'heure, et j'ai l'impression que c'est vachement lié à ce qu'on appelle la verticalité. La verticalité, c'est ce qui permet justement d'agir. Et peut-être qu'on est, en tout cas c'est mon avis de l'expérience Nuit debout, c'est qu'on est tellement traumatisé par une verticalité tellement forte depuis quelques années, qu'on a cette tendance à se replier sur nous-mêmes et à se regarder le nombril en quelque sorte, de peur de reproduire des schémas que nous n'aimons pas. Et à travers ça, en fait, on se fait avoir à notre propre jeu et on attend en fait un peu patiemment qu'on trouve une solution, mais en fait on a juste peur. On a juste peur de nous-mêmes, et ce nous-mêmes, c'est en quelque sorte une forme de, en tout cas c'est mon avis, c'est ce qu'a produit ce système qu'on n'aime pas. On est ce qu'a produit ce système qu'on n'aime pas. Et comment se guérir? Du coup, c'est ça la question. Se pardonner déjà et avancer. Moi, je vais parler, tu veux répondre aussi ou pas? C'est bon. D'accord, donc maintenant on va passer à Enro.
Après, il y a une personne, et puis après, Mehdi, tu vas conclure, et les deux intervenants vont conclure. Et voilà. En vous remerciant pour la sociocratie, moi j'ai découvert ça grâce à vous, et c'est très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, et je pense effectivement qu'il y a beaucoup à prendre dans ce nouveau concept, notamment la mise en avant de, je dirais, de l'éthique de la discussion. Hein. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Et alors, par contre, là où peut-être on pourrait aussi évoquer les limites peut-être de ce modèle-là, me semble-t-il, parce que tout à l'heure il était question de mettre en différence démocratie et sociocratie. Et si j'ai bien compris, la différence entre les deux, c'est que la démocratie est un système qui permet à plusieurs personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas de lien entre elles, d'être, disons, gérées par un système de gouvernement. Alors que la sociocratie, elle, implique une relation organique entre les liens. C'est-à-dire que tout le monde doit se connaître et que tout le monde doit connaître tout le monde. Et ça, personnellement, ça me renvoie à des visions un petit peu organicistes, pour ne pas dire darwinisme, pour ne pas dire aussi darwinisme social, et surtout qui porte atteinte à un concept fondamental, à deux concepts en fait. Premièrement, le concept de liberté, et deuxièmement, le concept d'anonymat, que la démocratie garantit, mais que la sociocratie, en revanche, si on l'étend, ne garantit pas. Donc, alors moi je dis, il y a plein de choses très positives à prendre, mais méfions-nous de ne pas tomber dans une nouvelle forme d'organicisme, et voire même, malheureusement, de totalitarisme. Merci. Donc, réponse Iré, vous voulez ? Pour moi, il ne s'agit pas d'opposer démocratie et sociocratie. Pour moi, la sociocratie est une forme de démocratie. La démocratie représentative telle qu'elle existe aujourd'hui en France est une forme de démocratie. Il y en a d'autres. Le tirage au sort est une forme de démocratie. Et chacune a ses limites. Et à mon sens, s'il fallait construire une nouvelle forme d'organisation démocratique, par exemple pour un État aujourd'hui, il s'agira de ne pas reproduire certaines erreurs qu'on a eues par le passé, d'essayer d'en corriger le maximum possible et de ne pas forcément se coller à des modèles démocratiques qui s'appliqueraient sur des organisations de petite taille. Et du coup, en fait, c'est juste ce qu'on a à faire, c'est innover. C'est pas reproduire la sociocratie à grande échelle, c'est juste d'innover, de s'appuyer en termes d'ancrage sur des concepts, sur une philosophie, sur des chercheurs en tout un tas de choses, et d'essayer d'innover à créer une nouvelle forme de démocratie où il y aurait de l'éthique de la prise de parole et du faire ensemble, et il y aurait également d'autres éthiques partout dans le système en fait, à créer, à innover et à imaginer. Et oui, en effet, voilà. Merci, donc on va passer pour la dernière intervention. Alors, je voulais dire, du chaos naissent les étoiles. Des fois, il faut le chaos. C'est beau, hein, c'est pas moi. Et sinon, l'égalité, moi, liberté, égalité, fraternité, ça. Égalité, c'est hyper compliqué. En plus, on n'est pas forcément égaux au même endroit. Enfin, ça évolue aussi, ça aussi. En bien ou en mal après. Mais voilà, c'est pas un truc fixe, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, donc, au nom d'Educ Pop, on vous remercie d'être là, malgré le froid, d'être resté. Au nom d'Educ Pop, on remercie Mehdi d'avoir parlé. On vous remercie, vous deux, les intervenants. C'était très intéressant. Donc maintenant, Mehdi, tu vas conclure. Tout est enregistré. Vous pouvez trouver l'enregistrement complet sur le site web. Et puis le Mixcloud. Voilà. Tous les réseaux sociaux. Alors, je laisse à mes camarades l'occasion de conclure, et puis ensuite je vous donne un rendez-vous en ce qui concerne la sociocratie tout de suite après. Ok. Merci d'être là. Merci d'avoir permis d'être là. En fait, pour moi, c'est un peu particulier, comme je vous le disais, parce que c'est des sujets qui m'importent, et je trouve ça chouette de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous, ici, sur la place de la République. J'aime bien, je reste un peu avec la fin de la discussion sur ce qu'il faut mettre en place, la sociocratie au niveau de l'État ou tout ça. Pour moi, c'est
je poserai plus la question comme ça. Ce qui est important pour moi, c'est que c'est des nouveaux modes d'organisation qui apparaissent parce que notre rapport au monde a évolué. Il y a eu d'autres modes d'organisation avant. Avant le système pyramidal, il y avait d'autres systèmes qui n'étaient pas pyramidaux, qui étaient plus basés sur la terreur et qui existent encore dans des zones en conflit, dans des zones en chaos aujourd'hui. Mettre la sociocratie en Irak aujourd'hui, je pense que ça sert à rien. Enfin voilà, chaque contexte favorise certains modes de prise de décision. Et aujourd'hui, on arrive à un moment de notre histoire où on a besoin de faire différemment. Et ce qui est intéressant, c'est que de mettre en place ces nouveaux modes de décision et d'organisation me fait évoluer moi dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à comment je me perçois moi, comment je perçois les autres et comment je perçois l'organisation. Et ça, je trouve ça fondamental. Ma croyance, c'est plus on mettra en place ce genre d'organisation et plus on va changer nous-mêmes notre rapport aux autres et à la société, à un moment donné, mécaniquement, ça va faire évoluer les institutions, ça va faire évoluer le concept de l'État tel qu'on se le dit aujourd'hui. Donc mon message que j'aurais envie de faire passer, c'est que si vraiment ces sujets vous intéressent, emparez-vous-en, mettez en application, testez des choses dans vos assos, dans vos groupes, faites-le, et puis vous allez faire des trucs, vous allez vous planter, vous allez vous ramasser, vous allez apprendre, vous allez rire, vous allez pleurer, mais de tout ça, il y a des choses qui vont naître et qui vont faire grandir et évoluer la société. Merci David. Moi je vais être très très court et juste vous remercier en fait à nouveau, et j'étais très content de partager ce moment avec vous. Alors donc comme le disait à l'instant David, on peut prolonger tout ça. J'ai fait un peu le tour. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par la construction d'un jeu de société qui utilise les règles de la sociocratie, je vous en prie, venez vers moi. Il y a déjà 7-8 personnes qui se sont inscrites. Il y a plusieurs endroits en fait à Paris qui sont prêts à accueillir des réunions de nuit debout. Donc voilà, ça sera au chaud en plus. Donc voilà, on va essayer de mettre en place les premières réunions dans moins de 15 jours. Pour établir un petit programme de travail. L'objectif, ce serait de faire un jeu de société. Donc je ne sais pas si vous connaissez le loup-garou par exemple, ou imaginons le jeu de loi ou un Monopoly, enfin je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler, mais ça sera avec l'aide de la commission Jeux debout de Nuit debout. Vous avez compris. Il y a du debout là-dedans partout, et donc l'idée, ça sera d'essayer de construire quelque chose ensemble. Et donc voilà, venez vers moi, je prends vos adresses email et je vous préviendrai de l'endroit, de l'adresse. On essaiera de trouver un truc qui convienne au maximum. Là, pour le coup, on va être obligé de fonctionner par consensus. Je suis désolé. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis on se donne rendez-vous. Et puis peut-être que on reviendra dans 3-4 mois en disant voilà, on a fait ça. Et c'est quelque chose qui sera peut-être proposé au lancement de l'anniversaire de Nuit debout le 31 mars. Qui sait? On va arriver. Voilà. Donc merci encore à tous. Vraiment, vraiment, vraiment merci. Merci encore. Éducation populaire, même non. Non, on est encore là le week-end prochain. Ça risque d'être le dernier week-end où on est là samedi-dimanche parce que il fait froid. Donc on est là de 15h à 19h samedi prochain et dimanche également. On a toujours besoin de gentils bénévoles pour nous aider. Et donc voilà, tu disais quoi? C'est juste que je pense qu'on peut un peu dire des intervenants parce que c'était très intéressant et très constructif. Bravo. Voilà, donc rendez-vous le week-end prochain, et puis bonne soirée, mangez des soupes chaudes et des trucs savoyards. Voilà. Faut rigoler. Salut tout le monde. Sur la face. On aura un lieu, on le fera.